MPCM a reçu vendredi dernier Alain Cotagnou à propos de l'institution judiciaire. C'est une mission qui a été très regardée, je vous la conseille. Et je vous conseille également ce livre, encore une fois, La vérité sur l'affaire Alain Cotagnou. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Luisier et nous allons parler du Verbier Gate, de l'affaire des constructions illicites de la commune de Bagnes. Je crois que c'est important, pour ne pas tricher avec ceux qui nous écoutent, de savoir d'où l'on parle. Alors, je suis certes le responsable de l'index, mais je suis également l'avocat de Gabriel Luisier, qui est la principale victime dans ce dossier. Et je suis devenu avocat parce que je ne connaissais pas Gabriel Luisier avant le mois d'août 2015. Entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu à peu près plus de 1000 articles qui ont été rédigés à l'index. Donc, naturellement, on ne peut pas aborder tous les aspects du Verbier Gate. Ce que je veux dire ici, je veux rendre un hommage à Julien Vicki et aux nouvellistes qui, sur le plan public, ont été les premiers à révéler les dysfonctionnements que l'on sait aujourd'hui de nature pénale commis dans le cadre des constructions illicites de Verbier. L'article de Julien Vicki, le premier article, date du mois d'août 2015. Alors, je reçois aujourd'hui Gabriel Luisier, celui que l'on appelle l'ours du Chable, et la première question que je vais lui poser, c'est comment, pour vous, est né le Verbier Gate? Il est né par l'arrivée autour de la table du conseil communal de plusieurs personnes qui étaient directement intéressées à avoir des faveurs en termes de permis de construire, ce qui a débouché sur la nomination notamment d'un certain Éric Fumeau à la tête de la commission des constructions, qui était là de manière manifeste pour servir la soupe aux gens qui l'avaient mis en place, quoi. Donc le Verbier Gate, c'est pour vous surtout la nomination à l'intérieur du conseil communal de gens qui... C'est la prise de contrôle progressive du conseil communal par des gens intéressés dans les constructions. Et quand je dis intéressés par les constructions, clairement d'avoir des passe-droits, quoi. Alors, il est très difficile de savoir comment on peut résumer ou aborder cette affaire des constructions illicites. Alors, on va essayer de le faire, puisqu'on peut dire que nous deux, nous sommes des spécialistes de ce dossier. Vous surtout, vous en connaissez tous les aspects, etc. Alors, le premier aspect que je voudrais peut-être aborder, c'est celui, parce que l'idée, c'est d'être le plus simple possible et le plus vrai possible. La première question que je veux dire, c'est est-ce que ces gens-là, à un moment donné et très rapidement, auraient-ils dû pas se récuser et ne pas traiter l'ensemble de ces affaires? Évidemment. Et pourquoi? Mais, je veux dire, vous voyez, quand vous avez parce que ça se chiffre en millions, hein, ces constructions, des millions d'avantages dans certains cas, sur un dossier, sur une seule décision, hein. Ben, vous voyez, si vous êtes vous-même le constructeur, le promoteur, voire le vendeur, ou la personne qui reçoit la commission de la vente, vous avez un intérêt manifeste à obtenir le permis de construire. Et puis, ben, vous êtes très très mal placé à ce moment-là pour vous délivrer à vous-même un permis de construire. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de plus incompréhensible. Alors, comment expliquer, parce que quand on explique comme ça a l'air tellement évident de se récuser. Comment expliquer qu'il n'y a pas eu ces récusations automatiques? Alors, dans certains cas, bêtement par l'appât du gain, puis dans d'autres cas, par la bêtise. L'ignorance et la bêtise. Et puis alors, maintenant, on a parlé, donc, j'ai traduit ça à l'index par le mot Verbier Gate, mais en réalité, c'est les constructions illicites de Bagnes. Alors, il faut bien faire comprendre aux gens qu'on n'est pas en train de parler ici d'une fenêtre mal placée ou d'une véranda qui n'aurait pas été mise à l'enquête, etc. Alors, j'aimerais que vous tentiez d'expliquer qu'est-ce que c'est une construction illicite dans ce Verbier Gate. Alors, je crois qu'il y a deux types de constructions illicites qu'il faut retenir. La première, c'est d'abord l'octroi de permis illicites en tant que tel, à savoir que vous avez droit à construire 200 mètres carrés et puis la commune en délivre 300.
Et puis qu'en plus de ça, il y a un deuxième volet, c'est que quand vous recevez 300 mètres carrés, vous en construisez en réalité 400. Puis derrière, la commune valide via la signature des permis d'habiter, sans autre forme de procès. Et quand vous êtes dans des valeurs qui se chiffrent entre 25 ou 30 000 francs le mètre carré, je vous laisse imaginer les gains que les promoteurs peuvent faire avec ce genre d'opération. Donc, pour que les gens comprennent, par chalet, on peut faire des millions de gains illicites sur la base de ces autorisations illicites. Absolument. D'accord. Et est-ce que vous avez, comme vous êtes un fin connaisseur, vous avez en gros un montant qui pourrait représenter l'ensemble de ces constructions illicites, si on regarde, je ne sais pas, sur une dizaine d'années, on aurait une somme à... Je peux pas chiffrer, mais c'est évidemment extrêmement conséquent parce que c'est en dizaines et probablement en centaines de millions. D'accord. Alors, dans les constructions illicites, vous avez fait les deux caractéristiques de base. J'aimerais que vous nous expliquiez comment on peut tricher en matière de transfert de densité et quelle est cette notion de transfert de densité? Le transfert de densité, c'est une notion qui est relativement simple, qui consiste à prendre la densité d'une parcelle pour la transférer à une autre. Donc la densité, pour bien l'expliquer, c'est le nombre de mètres carrés que l'on peut construire sur un terrain. Voilà, pour faire court, si vous avez du 0,5 sur une parcelle de 1000 mètres carrés, vous pouvez construire 500 mètres carrés. Si vous voulez construire 600, vous devez en transférer 100 en plus en provenance d'une autre parcelle. Ça veut dire que sur la parcelle A, je voudrais construire 600 mètres et sur l'autre, je devrais en retirer 100 mètres. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, là-dedans, il y a eu absolument tout. Il faut savoir que la législation a changé. Aujourd'hui, on peut transférer de la densité au sein de parcelles d'une même zone sans qu'elle soit contiguë. Jusqu'en 2018, ce n'était pas le cas. Alors, ils ont tout fait. Ils ont fait des transferts de densité en cascade. Ils ont transféré de la densité depuis les routes. Ils ont même transféré de la densité depuis une forêt. On peut imaginer une forêt dense, mais quand même. Hein. Et puis surtout, aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont aussi divisé des parcelles. Donc, ils construisaient, transféraient une parcelle de 10 000 mètres carrés. Et ils avaient besoin de 1000 mètres carrés pour construire le premier chalet. En fait, après, ils coupaient la parcelle, puis ils laissaient plus que 700 mètres carrés. Puis après, ils ont utilisé la densité plusieurs fois. Et donc, il y a eu des cas où les transferts de densité n'ont pas été inscrits. Et donc, on a pu continuer à construire sans exécuter le transfert de densité. Exactement. Donc, les transferts de densité n'étaient pas inscrits au registre foncier. Et puis, ils ont employé la densité plusieurs fois en la transférant d'une parcelle à l'autre, en divisant les parcelles ou en faisant ce genre d'opération. Ce qui fait que sur des parcelles, par exemple, de 1000 m², où on aurait pu construire 500 m², sur tout un lot de parcelles, peut-être à l'arrivée, on aurait construit 600 m². Et on aurait gagné pour chaque parcelle 100 m². C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, alors, il y a une autre tricherie qui a été avérée à un moment donné, c'est sur la problématique des résidences secondaires. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel registre on est là? Alors, depuis 2012, hein, donc, il y a eu la votation populaire qui consistait à limiter la construction de résidences secondaires, ou interdire carrément dans les communes où il y avait plus de 20% de résidences secondaires. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une loi qui permet l'agrandissement de résidences secondaires préexistantes à la votation jusqu'à 30%, mais qu'entre 2012, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, il y avait l'ordonnance d'août 2022 qui était en vigueur et qu'elle interdisait tout agrandissement. Or, sous peine de nullité, hein, or la commune de Bagnes a délivré des permis de construire des agrandissements de résidences secondaires qui étaient autorisés postérieurement à la votation populaire et qui étaient frappés de nullité. D'ailleurs, le Conseil d'État le reconnaît lui-même dans les différents dossiers qu'il a analysés dans le cadre des régularisations faites par la commune de Bagnes. Et il y a des dossiers qui sont frappés de nullité et qui, pour l'instant, n'ont pas fait l'objet de quelconque décision. Est-ce qu'on peut dire, dans l'après-coup, on est maintenant en 2022, qu'il y avait une systématicité de ces opérations illicites? Alors, la réponse est oui, mais il faut bien voir que cette systématique était faite en faveur d'un petit groupe de personnes, alors que les autres étaient soumis à la rigueur communale. Donc, pour certains types de justiciables, il y avait la rigueur légale, et pour d'autres, celle-ci n'existait pas. Exactement. Donc, on va dire que pour certains, c'était la rigueur prussienne, et puis que pour d'autres, c'était Palerme, quoi. J'aime bien cette métaphore entre Palerme et la Prusse. Ensuite, il y a une autre tricherie qui s'est avérée dans certains dossiers.
il faut savoir que les personnes domiciliées à l'étranger doivent obtenir des autorisations spéciales parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ne sont pas domiciliés en Suisse. C'est toute la législation qui est fondée sur ce que les avocats et les spécialistes appellent la LFAIE. Est-ce que vous pouvez expliquer à quel niveau pouvait se situer ce genre de tricherie? Alors, il y a deux choses principales. La première, c'est qu'il y a cette fameuse limite de 200 mètres carrés, respectivement 250. C'est une dérogation qui est relativement facile à obtenir. Donc, en fait, c'est les personnes qui peuvent obtenir jusqu'à 200 ou 250 mètres carrés si ils sont étrangers. Un étranger a le droit, pour autant qu'il soit domicilié à l'étranger, il a le droit d'acheter un immeuble qui va jusqu'à 200 mètres carrés de surface habitable nette, respectivement jusqu'à 250, ça sera relativement facile à obtenir. Par contre, au-delà de 250 mètres carrés, c'est impossible, ou quasiment impossible. Donc, impossible pour un étranger d'acquérir un bien immobilier d'une surface supérieure à 250 mètres carrés. Exactement. Et alors la tricherie, elle pouvait se situer où? Simplement, c'était les architectes et les promoteurs qui faisaient des faux plans à l'attention des services de l'État. Donc, des faux plans, une fausse attestation de surface, en n'incluant pas certaines parties de l'immeuble, notamment les piscines, notamment les fitness, les saunas, les home cinéma, les fitness, toutes ces choses-là. Ou alors en faisant une autre opération un peu plus particulière, en faisant des PP fictives. Il y a aussi eu ce genre d'opération-là. Donc au registre foncier, vous avez deux propriétaires avec deux logements. Et puis à la commune, en réalité, vous avez un logement avec un propriétaire. Il y en a bien deux inscrits au registre foncier, mais en réalité, c'est qu'un. Alors, parce que lorsqu'un notaire présente ce genre d'acte, il doit également présenter les plans, etc. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les plans qui sont présentés au registre foncier peuvent être différents des plans de la réalité. Absolument. Et puis, oui, c'est exactement ça. Par contre, le notaire, lui, il se base sur l'attestation de l'architecte. Mais l'attestation de l'architecte est basée sur les faux plans et pas sur les vrais plans. Exactement. Alors là, donc ça veut dire que le fonctionnaire qui est à l'État du Valais, qui reçoit ce dossier, s'il n'y a pas un contrôle, il ne peut absolument pas savoir s'il y a eu tricherie sur les plans et les surfaces. Alors, il faut voir ce que c'est. Hein. Donc, c'est des plans, c'est relativement sommaire. Donc, il n'y a pas les coupes, il n'y a pas les façades, il n'y a pas. Vous voyez, des plans. Alors, en fonction de ce qu'il indique, un juriste qui lit ça, il peut relativement facilement se faire avoir. Maintenant, quand il a l'explication que les gens viennent lui dire, puis qu'il a visité l'objet, il n'a plus d'excuses à partir de ce moment-là. Donc ça veut dire que s'il visite l'objet sur place et qu'il constate que c'est un hall d'entrée d'une surface importante et qui n'est pas, disons, considéré dans l'autorisation, alors à ce moment-là, il y aurait eu un maquillage des plans qui ont donné lieu à l'autorisation. Puis le juriste qui voit qu'il y a un immeuble qui a vendu 60 000 francs le mètre carré, il doit quand même pouvoir se dire qu'en réalité, ça n'existe pas, ce genre d'opération. Donc, l'immeuble est manifestement plus grand que ce qu'il veut indiquer. Donc, parce que là, il peut comparer en réalité le prix de vente mentionné dans l'acte avec la surface qui lui a été transmise. Je connais un cas, l'immeuble qui était inscrit au registre foncier, il était quasiment à 60 000 francs le mètre carré, ce qui est rigoureusement impossible. Donc, n'importe qui est doté du plus élémentaire bon sens sait qu'en fait, les chalets sont beaucoup plus grands que ça pour ce prix-là. Pour tenter d'aborder l'ensemble, je vais essayer maintenant de me concentrer sur différents espaces institutionnels et voir le rôle qu'ils ont pu avoir joué dans ce fiasco criminel, on peut le dire, du Verbier Gate. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement, dans le contexte de ce que vous avez avancé tout à l'heure, quel est le rôle exact du service des affaires intérieures et communales du canton du Valais? Je rappelle ici que le chef du service, de ce service, c'est Maurice Chevrier, qui était ancien conseiller national PDC, qui a été affecté à cette fonction par M. Maurice Tornet. Alors, quel est le rôle dans le Verbier Gate du SAIC? Alors, le SAIC il a la charge de faire application de l'article 2, alinéa 2 du règlement cantonal sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Quelle est la fonction de cet article? Alors, cet article dit qu'en fait, ce service doit faire opposition, le cas échéant,
Et puis, si des infractions sont... Donc c'est une sorte d'autorité de recours. Exactement, même comme la Confédération et comme la commune, comme les communes concernées. Si ce service voit que quelque chose ne va pas, il est censé recourir en matière de police des étrangers, de l'FAIE, d'accord. Et puis, à côté de ça, quand il y a une infraction qui est avérée, donc il est censé révoquer le permis accordé à l'étranger, permis d'acheter. Il est censé dénoncer pénalement. Et puis il est censé faire cesser l'état illicite. D'accord. Et alors, dans le cas particulier des constructions illicites de bagne, eh ben, il y a des infractions à la FAIE qui d'ailleurs... Qui n'ont pas été dénoncées dont le service a eu connaissance, dont les gens qui ont fait les contrôles sur place, le fameux sous-groupe de travail nommé par le Conseil d'État a pu voir, dont le Conseil d'État lui-même mentionnait les pièces en plus, etc. Donc c'est constaté par les visites sur place. Et puis c'est connu de leur part, on va dire, de manière définitive, au moins depuis 2018, et c'est toujours pas réglé. Et est-ce qu'il a également un rôle à jouer dans l'obtention des autorisations de construire ou dans la vérification de celles-ci? Eh bien oui, parce que c'est lui qui est face à ce service qui est l'autorité de recours pour les permis de construire. Enfin, les décisions communales en matière de droit des constructions. Et est-ce que ça veut dire que ces recours n'ont pas été effectués? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a eu des recours, ils sont arrivés au service, et puis ils ont été traités de manière un peu particulière, parce que dans certains cas, l'autorisation communale a effectivement été annulée, mais sans pour autant que le service s'intéresse de quelconque manière que ce soit à la validité du règlement communal qui est appliqué par la commune. Et puis d'autre part... Donc là, il faut savoir que le règlement communal de bagne était illicite et que le service le savait puisqu'il avait... Et comment vous expliquez que ce règlement n'ait pas été modifié? Alors c'est une question qu'il faut poser aux autorités de l'époque de la commune de Bagne, parce que quand la question se posait, il y avait clairement deux choses à faire. La première, c'était de modifier le règlement, puis la deuxième, c'était éventuellement de modifier l'ordonnance sur les constructions, l'ordonnance cantonale sur les constructions. Ce qui n'a pas été fait. J'ai jamais su pourquoi la commune de Bagne n'a jamais voulu modifier son règlement. Mais ça, il faut demander ça alors à l'ancien président. Oui, mais on peut penser que c'est pour favoriser des constructions qui, si elles avaient été appliquées par ce nouveau règlement, n'auraient pas pu être possibles. Oui, mais si on modifie le règlement, parce que la densité, on n'a pas obligé d'en avoir, on peut mettre celle qu'on veut, quoi, hein. Mais encore faut-il l'inscrire. Quand on définit des zones qui définissent un peu la taille des objets, si on veut, hein. Alors, si on modifie le règlement, c'est clair qu'on modifie pour tout le monde. Ensuite, une autre institution, en quelque sorte un autre service, c'est le service juridique du registre foncier. Ce n'est pas dans le champ des conservateurs, mais le service juridique, dont le chef de service est M. Sergio Biondo, oui, un Haut-Valaisan, qui était sous le département des finances de M. Schmitt et qui est venu, depuis cette législature, sous le département de M. Fabre. La première question, quel est le rôle qu'a joué ce département dans l'affaire du Verbilliet? Alors, dans un premier temps, ce service, ce service, lui, il a délivré des permis d'acheter, des autorisations à l'FAIE, sur la base de faux plans. Alors, dans un premier temps, je peux concevoir qu'il n'ait pas vu, hein. Par contre, à partir de 2018, quand ils sont rendus sur place et qu'ils ont visité certains objets, ils avaient sous les yeux, comme quoi les plans qu'ils avaient reçus, les attestations qu'ils avaient reçues étaient fausses. Donc ça veut dire qu'en 2018, ils se sont rendus compte que des autorisations antérieures avaient été délivrées par eux-mêmes sur la base de faux plans. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En lieu et place de laisser faire le service des affaires intérieures et communales dirigé par Maurice Chevrier, se sont saisis du dossier en disant on réouvre le dossier. Mais ils l'ont réouvert à 2 ou 3 reprises, peut-être encore la 4e reprise, peut-être, je ne sais pas, en fonction des requêtes, notamment de la commission de gestion. Donc on sent bien qu'à la place de traiter l'objet pour la manière dont il était traité, on rouvre un dossier sans jamais le refermer. Puis de cette manière-là, Parce que expliqué comme cela, on se dit que les gens qui ont triché dans l'obtention de ces permis devraient avoir des sanctions prononcées contre eux. C'est justement le rôle du service des affaires intérieures et communales, donc c'est de dénoncer, ne serait-ce que déjà pénalement, les faux plans et les fausses attestations qu'ils ont reçues sur les faux dans les titres, déjà à la base. Et est-ce que ça a été fait?
À ma connaissance, pas. Alors, les dossiers ont été transmis au ministère public, ça je le sais, parce que... Donc là, il faut expliquer aux gens que le ministère public, s'il a connaissance de ces faits-là, il devrait d'office enquêter et tirer les conséquences de ces fausses attestations. Mais même avant ça, donc, normalement, le service des affaires intérieures communales est censé le faire, normalement. Et puis, il y a toute la problématique de la révocation des permis, puis c'est d'autant plus bête, parce qu'en réalité, les propriétaires de ces immeubles, souvent, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont confrontés à un problème comme ça? C'est qu'ils déposent leurs papiers. Et il faut savoir aussi que chaque fonctionnaire qui est au courant d'infractions pénales, il aurait l'obligation, de par le code de procédure pénale, de dénoncer ces infractions. Alors, non seulement il a cette obligation-là, mais là, en plus, elle est plus spécifiquement écrite noir sur blanc dans le règlement cantonal. Donc, il a la charge, le service des affaires intérieures communales a cette charge-là. Et je crois que jusqu'à un passé très récent, ils ne l'ont jamais fait. Et puis, à un moment donné, après l'éclatement du Verbier Gay, donc je rappelle, par l'intermédiaire du Nouvelliste et de Julien Vicky en août 2015, a surgi la question de la nécessité de créer des commissions. Et donc, il y a eu le sous-groupe de travail et la commission. Est-ce que vous pouvez expliquer quel était le rôle et pourquoi ces deux organes, en quelque sorte, ont été créés? Le sous-groupe de travail nommé par le Conseil d'État. Notamment? Alors, ce sous-groupe de travail avait comme mission notamment de faire des contrôles sur place. C'est ce qu'ils ont fait, d'où ces fameux... Donc ça veut dire que ce groupe de travail est allé sur place, a visité certains chalets et a constaté Il a fait des contrôles sur papier, sur la base des documents. Il a demandé des productions de pièces et de dossiers à la commune. Et il a aussi visité des chalets sur place. Et c'est assez étonnant parce que leurs analyses sont assez précises dans certains cas. C'est vraiment décrit pièce par pièce, c'est vraiment décrit. Puis derrière, c'est le Conseil d'État qui a poursuivi, quoi. Donc, en quelque sorte, l'analyse des membres du groupe de travail, lorsqu'ils viennent sur place, ils s'aperçoivent qu'il y a des erreurs, enfin des erreurs volontaires crasses, et puis les communiquent dans un rapport et ça c'est pas suivi des faits. Si je prends un dossier qui me traverse l'esprit maintenant, donc le Conseil d'État a visité l'objet, il est allé sur place. Quand on dit le Conseil d'État, la commission. Pardon, le sous-groupe de travail, pardon. Ils ont visité l'objet, ils ont listé les pièces qui étaient construites en plus des plans autorisés. Ils ont mentionné ça dans des rapports comme quoi il y avait la problématique du permis d'habiter qui devait être évoquée, il y avait la notion des gains illicites qui devait être traitée, et puis la commune a laissé passer les délais, a laissé les gains illicites se prescrire, et puis à ma connaissance, ça a pu changer, hein, mais à ma connaissance, en tout cas jusque très récemment, ça n'a pas été réglé, le permis d'habiter n'a pas été révoqué, le chalet est toujours utilisé. Quand on dit gain illicite, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement de quoi il s'agit? C'est le produit d'une activité illicite. En gros, ça vient de là. Donc, quand il y a le produit d'une activité illicite, il y a des actions en restitution. Voilà, alors exactement. Si on vient dans la problématique immobilière, si vous avez construit 500 mètres carrés à la place des 400, vous avez 25% de plus, quoi, en gros. Hein. Alors, ces 25%-là, donc, en gros, des recettes. Je ne vais pas revenir sur la formule, ouais. mais en fait, ces 25%-là, ils sont confisqués par l'autorité communale. Est-ce que vous avez connaissance de cas où ces procédures en gain illicite ont été exécutées? Non. D'accord. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, la loi n'a absolument pas été... Et c'est d'autant plus bête, c'est de l'argent qui file souvent à l'étranger, hein, souvent à Genève ou ailleurs ou à l'étranger, à la place de rester dans les caisses de la commune. C'est vraiment bête. Mais alors, vous avez également dit qu'il y avait des prescriptions. Ouais. Mais ces prescriptions, elles sont intervenues après qu'on a eu connaissance de la possibilité de faire ces gains illicites. Est-ce que là, il n'y aurait pas alors, franchement, des actes de gestion déloyale publique de ne pas avoir introduit ces actions? Selon moi, oui. Et qui était, selon vous, l'organe responsable pour introduire de telles actions? C'était évidemment la commune. Mais la commune, c'est elle-même qui a accordé les permis illicites. Est-ce que c'est pas une contradiction que de vouloir donner ça à la commune alors qu'elle est à l'origine des permis illicites? Attention, il faut voir ça comme ça. La commune, donc sous l'administration Rossier, quoi, hein, ils ont encore fait pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont délivré des permis d'habiter en sachant qu'ils étaient faux, sans même avoir l'aval du conseil. Ça n'enlève en rien l'obligation de la commune
de régulariser le truc, l'immeuble après coup, puis de confisquer les gains licites s'ils ont lieu. Donc l'immeuble a été vendu, les gains ont été réalisés. Il faut savoir, donc si ce n'est pas vendu, à la limite on peut encore discuter, c'est pas le gain. Mais quand l'immeuble est vendu, on connaît le gain qui a été réalisé, et on connaît les surfaces qui sont construites en plus, donc il y a une formule communale, il y a une directive communale pour les calculer. Hein. Donc c'est la valeur vénale, moins la valeur locative, fois le pourcentage qui dépasse. Et là, on est en train de parler de millions de francs également. Ah, ben, je veux dire, voyez, si vous faites 500 mètres divisé par 400, ça fait 25% de plus. À 25 ou 30 000 francs le mètre, je vous laisse imaginer ce que ça vaut. Ensuite, il y a naturellement le gouvernement qui a joué un rôle dans ce Verbier Gate. Est-ce que vous pouvez expliquer en gros quelle était sa tâche, qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait? Là, je parle du Conseil d'État incorporé. Alors, le Conseil d'État était censé surveiller, en l'occurrence, le fonctionnement de la commune de Vannes dans le domaine des constructions. Ce qui, sur le principe, c'est un peu ce qu'il a fait dans les grandes décisions. Il les a menacés, il les a sommés, de sommation quand même. Hein. Il a nommé un groupe de travail, il a fait des contrôles sur place. Donc, sur le principe, il l'a fait. Par contre, on sent que en termes de régularisation, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Conseil d'État a tout fait pour que le poisson soit noyé. Quoi, hein. Il a juste un problème, c'est que cela a fallu qu'il touche directement lui, quoi, notamment deux de ses membres. Là, vous parlez de M. Frédéric Favre et de M. Roberto Schmitt. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui aurait dû surprendre les observateurs, c'est lorsque le service juridique du registre foncier, qui était incorporé dans le département des finances, a été ramené, ou amené plutôt, au sein du département des institutions. Est-ce que ce n'est pas une aberration sans nom? C'est une bêtise sans nom dans le sens où, au sein des mêmes départements, il y a l'autorité qui délivre l'autorisation d'acheter pour une personne à l'étranger, et dans le même département, vous avez un autre service qui est censé s'y opposer, le cas échéant, ou dénoncer. Donc en fait, vous avez au sein du même département deux services qui vont dans le sens inverse. En termes d'indépendance, on peut faire mieux. Hein. Donc la logique institutionnelle passée, c'est-à-dire de confier le service juridique du registre foncier au département des finances et de l'éloigner du service des affaires intérieures et communales, c'était quelque chose de tout à fait sain d'un point de vue démocratique et institutionnel. Je pense que d'avoir confié ça au même Conseil d'État, c'est une bêtise sans nom. D'accord. Ensuite, peut-être expliquer pourquoi vous êtes au cœur de cette affaire des constructions illicites. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas qui fait que vous êtes intéressé de manière si proche? C'est-à-dire que moi j'avais des tâches, un cahier des charges communal. Donc vous étiez employé communal? Moi j'étais employé communal, j'avais un cahier des charges et puis j'avais surtout aussi des décisions communales qui m'avaient demandé de m'occuper de certaines tâches, notamment dans le domaine des constructions, que ce soit au niveau de la construction pure ou que ce soit au niveau des résidences secondaires. On devait faire l'inventaire des logements. Puis leur mettre une mention si c'était principal ou secondaire, etc. C'était la suite, c'était la mise en œuvre de l'Alex Weber. Hein. Alors, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, mais ce que je n'avais pas compris ou pas vu, je savais qu'il y avait un certain nombre de conseils communaux qui étaient intéressés dans ces histoires de construction, mais je n'avais jamais imaginé que la majorité soit impliquée dans des infractions, notamment le président et le secrétaire. Quand je dis le président, c'est l'ancien président et le aussi. Hein. Ça, je n'avais pas imaginé. Et puis, en fait, chaque fois que je leur donnais un dossier de construction illicite, sans réaliser... Donc, c'est-à-dire que dans votre activité d'employé communal, vous avez été amené à constater que dans certains dossiers, la loi n'est absolument pas respectée. Exactement. Vous avez fait monter ces dossiers à l'échelle administrative communale. Dans un premier temps, j'ai donné ça au président et au secrétaire, qui étaient mes deux supérieurs hiérarchiques. Et puis, faute de réaction de leur part, j'ai demandé un avis droit à un avocat de la commune qui nous a dit donc, la procédure à suivre s'il n'y a pas de réaction de leur part. Et puis, Quelle était la réponse alors sur la procédure à suivre? Il fallait dénoncer à l'autorité compétente, ça veut dire dans certains cas le ministère public, dans d'autres cas le Conseil d'État. Et puis qu'avant de le faire, il fallait informer mes supérieurs, à savoir, en l'occurrence... Mais vous l'aviez déjà fait, là? Donc, alors, il y avait le président, le secrétaire, il y avait le conseil communal en tant que tel, et avant de dénoncer ces dossiers, j'ai écrit au conseil communal en tant que tel, ce qui m'a valu d'être licencié le lendemain.
Donc, le fait d'avoir respecté vos obligations, d'avoir informé le conseil communal des constatations que vous avez faites illicites, vous a valu votre résiliation. Mais alors, on a une question qui vient immédiatement. Pourquoi alors vous n'avez pas fait recours immédiatement là? Ben parce qu'on m'a pas dit. D'abord, on m'a communiqué plusieurs mois plus tard la décision de licenciement, et puis qu'ensuite, on m'a surtout communiqué un motif de licenciement fictif, à savoir une réorganisation. Donc, au lieu de dire que c'est en raison des constructions, ils ont dit que c'était de la réorganisation. Et ce que je ne savais pas, c'est que jusqu'à quelques mois plus tard, quelques longs mois plus tard, c'est qu'en fait, cette décision de réorganisation qui, dans l'absolu, pouvait être prise, hein, n'avait jamais été prise. Et puis qu'en réalité, la décision de licenciement avait été prise le lendemain de mes dénonciations au conseil communal. Et que, ce que vous ignoriez. Ce que j'ignorais. Donc, il n'y avait plus que moi, j'avais reçu une information comme quoi la décision avait été prise en février, fin février, alors qu'en réalité, elle avait été prise quelques mois plus tôt, au début novembre. Donc là, pour bien que chacun comprenne, vous avez dénoncé le 9 novembre 2015. Ouais. Et vous avez eu connaissance d'une décision de résiliation en février en pensant que la décision avait été prise le 22 février. Non, c'était indiqué. En vous donnant une décision du 25 février, alors que vous avez appris ultérieurement que la vraie décision de licenciement a été faite le 10 novembre. Non. Et si vous aviez su que cette décision avait été prise le 10 novembre, vous auriez fait le lien immédiatement avec votre information du 9 novembre et il y aurait eu recours. Donc là, on peut dire que c'est une sorte de tricherie manifeste à un degré incroyable. C'est-à-dire que rien que sur la question de la date, il faut savoir qu'il y a une deuxième décision du conseil communal qui consistait à valider le contenu de la lettre de congé. Et c'est pas moi qui ai choisi, le conseil communal a décidé d'indiquer la date à laquelle la décision de licenciement avait été prise. Et puis, 2 jours après, les signataires de la lettre, le président et le secrétaire notamment, ont indiqué une fausse date. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que, y compris pendant le délai de recours d'ailleurs, la commune de Bagne, à ma demande, d'abord, avant ma demande, a communiqué par voie de presse et devant le conseil général de Bagne un motif fictif de licenciement, puis ensuite par écrit, suite à ma demande, un motif fictif de licenciement. Donc, ce qui explique pourquoi il y a un décalage dans cette affaire, ce qu'a constaté d'ailleurs le tribunal cantonal il n'y a pas si longtemps. Alors, naturellement, on ne peut pas revenir sur tous les soubresauts procéduraux qu'il y a eu, mais on va simplifier par la fin et peut-être juste expliquer ce qu'a décidé dans sa dernière décision le Conseil d'État, ce qu'a décidé à la suite de votre recours le tribunal cantonal et la situation du moment. Alors, le tribunal cantonal a... Conseil d'État peut-être d'abord. Le Conseil d'État, lui, en gros, à 4 reprises, il m'a débouté la première fois sans même avoir la décision en cause. Les 3 fois suivantes, en ignorant tous les moyens de preuve qu'on avait donnés en relation avec la décision de licenciement, quels étaient ses motifs, en relation avec les récusations des conseils d'État, des conseils communaux, en relation avec le droit d'être entendu, enfin, on va dire pour faire court, en relation avec la nullité de la décision de licenciement. Dans aucun cas, ces décisions n'ont fait l'objet formellement d'un dispositif dans la décision, mais surtout, ça a été complètement éludé, pour arriver finalement à une 5e décision où le Conseil d'État, dans les grandes lignes, pour faire court, va dire vous avez raison, mais ce n'est pas à nous de prendre la décision, c'est au tribunal cantonal. Puis suite à cette décision, le tribunal cantonal a finalement renvoyé la décision au Conseil d'État en lui disant que, ma foi, la commune de Bagne ne peut pas prétendre que j'ai agi tardivement quand elle n'a pas motivé, elle n'a pas mis les voies de recours, qu'elle a menti, etc. etc. Donc, pour résumer, parce qu'on pourrait aller dans le détail, mais pour résumer, le tribunal cantonal a expliqué au Conseil d'État et finalement à la commune de Bagne également, que tout avait été fait à l'envers, qu'il fallait tout recommencer et qu'à l'évidence, la première décision était d'une nullité assez évidente et que donc maintenant le dossier est de retour au Conseil d'État qui doit de nouveau statuer là-dessus. Disons, je pense que la commune de Bagne là devrait avoir un rôle actif pour résoudre la situation, ou bien vous imaginez que ça puisse être résolu d'un point de vue procédural? Moi, je pense que la commune devra avoir un rôle actif. La difficulté qui se présente actuellement, c'est que les personnes qui sont en charge de la commune n'étaient pas du tout là au moment des fêtes.
Alors là qu'il faut rappeler, donc le président a été changé, le secrétaire a été changé. Il n'y a plus un conseil communal qui est aujourd'hui en fonction, qui était là au moment de licenciement, il n'y en a plus un. Le secrétaire communal a également été changé. Alors évidemment, avec le temps... Et naturellement, le président n'était pas là. Évidemment. Le président actuel n'avait rien à faire avec la gestion intérieure. Donc ces gens-là, ils y sont pour rien. Ils ont hérité du dossier, puis c'est des dossiers qui sont relativement complexes, ça va être un grand mot, mais c'est volumineux, on va dire. Hein. Et puis il y a des procédures en route, donc ils sont un peu gênés aux entournures, ce que je peux imaginer. Maintenant, ceci dit, moi à leur place, je creuserai un petit peu plus parce que je pense que ça, à la fin, je veux dire, plus le temps passe, pire ce sera pour eux, quoi. Il y a un événement sur lequel je veux revenir, c'est qu'à un moment donné décisif de tous ces recours, parce qu'on rappelle qu'il y a eu 5 recours ou requêtes en révision, etc. Même 6, si on considère que le Conseil d'État a considéré que la première lettre que vous aviez adressée était un recours. Donc il y a eu vraiment beaucoup de procédures toutes rejetées ou bien non examinées, si on voit la position du tribunal cantonal aujourd'hui. Il y a cet épisode où à un moment donné, nous déposons une requête en révision au mois de décembre 2018 et il y a eu une décision très rapide, prise 3 semaines ou 4 semaines plus tard, au mois de janvier. Et là, nous avons été surpris et nous avons été tous deux, juste à côté d'où nous enregistrons cette émission, au service des affaires intérieures et où nous avons demandé la production du dossier. Expliquez ce qui s'est passé ensuite. Bien, cette demande en révision était basée sur le contenu d'une clé USB, contenu qui... Je veux faire une petite parenthèse ici. La publicité donnée au Verbier-Gate a eu des effets assez étonnants. C'est qu'il y a certains citoyens anonymes qui sont aperçus que les choses avaient été beaucoup trop loin et qui ont transmis des informations assez étonnantes, notamment sous la forme de 2 clés USB. Une clé USB avec des informations vraiment très confidentielles portant sur la gestion des cas de construction par la commune, et puis une autre clé USB qui indiquait par la bouche de l'ancien président Éloi Rossier les causes réelles du départ de Gabriel Luisier, qui n'était pas celle qui avait été ténorisée sur la fausse décision qui a été rendue. Et donc, cette clé a été mentionnée à 3 reprises dans la requête adressée au service, à la chancellerie d'État, et donc nous sommes montés c'est-à-dire que pour consulter l'intégralité du dossier. En fait, moi, quand j'ai lu la décision du Conseil d'État, j'ai eu exactement le même sentiment que lors de la première décision. Je me dis, c'est pas possible, ils ont pas lu. Autrement, on n'écrit pas ça, quoi. Et puis, quand la première fois, lors de la première décision, j'ai constaté que la décision de cause n'était pas dans le dossier. Et puis, la deuxième fois, on est allé consulter, on s'est aperçu qu'en fait, la clé USB qui contenait les déclarations publiques d'Éloi Rossier, qui montrait qu'en fait que la décision de licenciement n'avait rien à voir avec une réorganisation administrative, et puis que la date était également fausse, et par là que le Conseil d'État devait vérifier les questions de récusation, les questions de droit d'auteur, etc., la question de la nullité, malgré la mention écrite à 3 reprises dans le recours qui avait été rédigé à la fin 2018, cette clé ne faisait pas partie du dossier. Et quand on a posé la question au juriste qui nous a accueillis, le juriste qui est en charge du dossier, il nous a répondu qu'il n'avait pas lu le dossier. Oui. Et que donc cette clé, si cette clé a été égarée, elle n'a jamais fait l'objet d'une demande de restitution avant de rendre la décision du mois de janvier. Non. Donc ça veut dire qu'ils ont rendu une décision sans avoir l'élément clé qui fondait une grande partie de la requête. Et ensuite, il y a eu 3 lettres qui ont été adressées en disant ça peut arriver, l'égarement d'une clé, une clé perdue, etc. Ce qui ne peut pas arriver, c'est qu'on ne la demande pas, mais on a demandé des excuses qui ne sont jamais venues. Est-ce qu'on peut imaginer pourquoi ces excuses n'ont jamais été prononcées finalement? Non, je ne sais pas, la bêtise, l'orgueil, je ne sais pas.
Il faut demander à Maurice Chevrier. Quand on voit l'ensemble aujourd'hui, il y a quand même cette question qui surgit. Quel est le motif qui a conduit à ce scandale? Pourquoi avoir agi? Pourquoi ces gens-là ont agi ainsi finalement? Mais vous pensez à qui précisément là? Mais je pense que naturellement, toutes les autorisations de construire illicites qui ont été rendues, le fait qu'ensuite, au niveau des organes de surveillance, finalement, on a fermé les yeux de manière absolument incroyable, disons si on voit ça de l'extérieur, on a tellement fermé les yeux que quand on a un élément clé qui démontre la validité de tout ce que vous dites, on l'ignore, ou on égare la clé, ou alors on la demande pas en retour, etc. Moi, d'abord, sur le plan communal, comme ce que j'ai dit au début, clairement c'était l'appât du gain, puis malheureusement c'est tombé sur des gens qui étaient... Oui, mais l'appât du gain, les gens qui prennent ces fausses décisions, il y en a quand même un certain nombre qui ne sont pas intéressés économiquement. Alors, ce que j'ai dit aussi, donc il y avait l'appât du gain et la bêtise, ou l'ignorance. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aussi ça, quoi. Je veux dire, si vous prenez, je vais prendre deux noms, si vous prenez M. Jean Bayeux, qui est lui-même promoteur, qui est lui-même une entreprise qui travaille dans le secteur, qui était président de la commission des constructions, ben, évidemment qu'il doit se récuser quand il traite les dossiers là où il est actif, quoi, hein. Ça, c'est la première chose. Puis après, vous prenez à l'envers, vous prenez un type comme William Bess, c'est l'ignorance totale. Je veux dire, il suit le président, il suit le copain, mais il va proposer longue une demi-question. Mmh. Et le président actuel, Monsieur Marais, est-ce qu'on peut... Quelle serait une attitude de bon sens aujourd'hui par rapport à une situation qu'il a héritée et dont finalement il n'est pas le responsable? C'est quoi une position de bon sens? La position de bon sens, ben, d'abord il faut commencer par dire répéter ce qu'il vient de dire. Donc c'est pas lui qui a créé le problème, il n'était pas là. Hein. Il était président d'une autre commune, donc il n'est pas du tout à l'origine de ces affaires. Puis la seule chose qu'il y a à faire, pour lui ou pour les autres d'ailleurs, hein, pour toutes les personnes qui sont en charge des conseils communaux, les gens de la commission, les gens du service, mais c'est appliquer la loi. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, à Bagne ou ailleurs d'ailleurs. Et puis je pense que vous attendez du Conseil d'État qui réagisse vite maintenant et puis qui close ce dossier auprès de sa propre autorité. Apparemment, et donc là, ça a été le cas, parce que quand il a reçu la décision du tribunal cantonal, il a attendu l'entrée en force. Puis il a agi très rapidement derrière avec des délais qui semblent être raisonnables. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a rien à dire sur le traitement. Pour l'instant, ça suit en tout cas. Maintenant, j'espère que pour la fin de l'année, on a quelque chose, on verra. Alors, la dernière question est la même pour tout le monde à ce MPCM, c'est est-ce que vous pouvez dire 3 livres que vous conseilleriez à nos auditeurs? Alors, le premier, c'est un vieux bouquin, Anpfiff, de Harald Schumacher, l'ancien gardien de l'équipe nationale de football d'Allemagne. C'est sur le dopage en football, cette matière-là. Le deuxième, je viens de l'avoir, on vient de me le prêter. C'est L'engrenage de Sergei Girnov, un ancien agent du KGB, sur l'actualité, notamment, on va dire, poutinienne. Hein. Et puis, le troisième, c'est Mémoire de guerre de notre ami Churchill. D'accord. Alors, Gabriel Luizier, merci pour ce moment. Je vous en prie.